Il y a une chose que l'on n'apprenne jamais dans les livres de psychologie, une chose que les thérapeutes murmurent parfois entre eux, mais que personne n'ose y dire clairement en public. Et c'est celle-ci. La plus grande solitude qu'un être humain puisse éprouver n'est pas celle de la personne qui rentre seule chez elle le soir. Non, non, non. La plus grande solitude est celle de la personne qui rentre chez elle, s'assoit à côté de quelqu'un et sent que cet autre est à des kilomètres de distance, que la chaleur a disparu, que les mots sonnent creux, que les regards ne se croisent plus vraiment. Cette solitude-là, celle du deux qui ne sont plus celle du lien qui s'est évaporé sans qu'on s'en rende compte, c'est peut-être la douleur la plus sourde, la plus persistante, la plus destructrice que l'on puisse vivre. Et ce qui est étrange, ce qui est profondément troublant, c'est que la plupart des gens qui la vivent ne savent pas encore qu'ils la vivent. Voilà pourquoi ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes mérite votre attention complète. Pas une attention distraite, pas un regard sur l'écran entre deux notifications. Une vraie présence. Parce que ce dont il va être question aujourd'hui touche à quelque chose d'essentiel. Comment reconnaître le vrai caractère d'une personne? Et pourquoi cette reconnaissance est la clé de tout, ce qui peut s'épanouir ou mourir dans une relation? Il existe deux choses, seulement deux, auxquelles il faut prêter attention pour voir l'âme réelle de quelqu'un. Pas 10, pas 20, 2. Et l'ironie, la douce et terrible ironie, c'est que ces deux choses se manifestent tous les jours sous nos yeux. Tous les jours, sans exception. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne les voient pas. On regarde, mais on ne voit pas. On antenne, mais on n'écoute pas. Dans un moment, ces deux révélateurs vous seront dévoilés et je vous promets que vous ne regarderez plus jamais votre partenaire, ni vous-même, de la même façon. Mais d'abord, il faut planter les racines. Il faut comprendre depuis quel sol tout cela pousse. Imaginez une scène ordinaire. Mardi soir, une cuisine. La lumière est jaune, un peu fatiguée, comme la journée elle-même. Elle rentre du travail, les épaules légèrement courbées, sous le poids invisible de 8 heures de pression. Elle posait son sac sur la chaise, comme toujours au même endroit. Lui est déjà là, les yeux sur son téléphone, le dîner à moitié préparé. Elle dit quelque chose comme « Tu n'as pas mis assez de sel », juste ça, juste ces 5 mots. Elle lui répond sans lever les yeux « C'est bon comme ça ». Et le silence qui suit n'est pas un silence paisible. C'est un silence qui a une texture, une densité. C'est un silence qui pèse. De l'extérieur, on pourrait croire que c'est une scène banale. Une micro-dispute de rien du tout, le genre que l'on oublie le lendemain. Mais quelqu'un qui regarde avec les yeux de la psychologie relationnelle, quelqu'un qui a passé des années à étudier comment les liens humains se construisent et se défont. Ce quelqu'un-là voit autre chose. Il voit une fissure, petite, presque invisible, mais une fissure quand même. Et dans une relation, les fissures ne restent jamais petites, elles s'agrandissent. Lentement, comme l'eau qui creuse la roche. Goutte après goutte, mardi après mardi. Ce n'est pas le sel qui est un jeu dans cette cuisine. Ce n'est jamais le sel. C'est la question non posée, celle qui flotte dans l'air depuis des mois. Est-ce que tu me vois encore? Est-ce que je compte encore pour toi? Est-ce que nous sommes encore nous? Si vous vous êtes déjà trouvé dans une scène similaire, et je crois que beaucoup d'entre vous oui, alors ce qui suit vous concerne directement, profondément. Et si vous pensez que votre relation est épargnée, attendez d'avoir entendu la suite avant de conclure quoi que ce soit. Une petite parenthèse ici, parce que ce que vous vivez en ce moment même en regardant cette vidéo, ce questionnement intérieur, cette reconnaissance dans les situations décrites, c'est exactement le début de quelque chose. Si ce que vous entendez résonne en vous, si vous sentez que quelqu'un articule enfin ce que vous n'arriviez pas à mettre en mots, alors vous avez peut-être envie de partager cette conversation. Parce que les prises de conscience, comme les graines, ont besoin d'être semées pour germer. Et si quelqu'un dans votre entourage traverse une période difficile dans sa relation, ce cadeau de quelques minutes d'écoute pourrait changer quelque chose pour lui. Les chaînes qui parlent de ce qui compte vraiment ont besoin de voix pour exister. Votre présence ici, votre commentaire, votre abonnement, c'est une façon de dire oui, ce sujet mérite d'être entendu. Alors prenez un instant, si le cœur vous en dit, et rejoignez cette communauté.
parce que ce que nous construisons ici ensemble, c'est un espace de réflexion et de transformation. Et maintenant, revenons à ce qui vous attend, parce que l'essentiel est encore devant nous. Voici ce que la recherche en psychologie relationnelle nous enseigne, et ce que les années de pratique clinique confirment avec une clarté presque douloureuse. Les relations ne meurent pas d'un grand drame. Elles ne meurent pas d'une trahison spectaculaire, d'une scène explosive, d'une rupture soudaine. Non, non, non. Les relations meurent de l'accumulation. Elles meurent de tous ces petits moments où l'on n'a pas été là, où l'on a regardé son téléphone plutôt que l'autre, où l'on a répondu par un mot quand l'autre attendait une phrase, où l'on a choisi le confort de l'habitude plutôt que l'effort de la connexion. Et voici la vérité que peu de gens veulent entendre. Si vous ne prenez pas conscience de ces dynamiques maintenant, si vous ne commencez pas à lire le vrai caractère de votre partenaire et à offrir à voir le vôtre, la trajectoire naturelle d'une relation sans attention consciente n'est pas la stabilité. C'est le refroidissement, c'est le durcissement, c'est ce que l'on appelle parfois le divorce émotionnel. Deux personnes qui partagent un toit, un compte en banque, peut-être des enfants, mais plus aucune intimité véritable, plus aucun espace où l'on se sent réellement connu de l'autre, attiennent. Parce que les conséquences de ce refroidissement ne s'arrêtent pas aux deux membres du couple. Elles se propagent comme les racines d'un arbre malade contaminant le sol autour de lui. Les enfants qui grandissent dans un foyer où les adultes ont perdu la chaleur de leurs liens ne grandissent pas dans un foyer sûr. Ils grandissent dans un foyer tendu. Ils s'apprennent à lire les atmosphères, à marcher sur des œufs, à anticiper les humeurs. Ils s'apprennent, sans qu'on le leur enseigne explicitement, que l'amour c'est la distance, que l'amour c'est le silence lourd, que l'amour c'est cohabiter sans se toucher vraiment. Et ils emportent cet apprentissage dans leurs propres relations, des années plus tard, comme une graine plantée dans un mauvais sol qui pousse quand même, mais tordue. Les études sur le développement de l'attachement chez l'enfant sont claires là-dessus, claires et sobres. Un enfant qui grandit dans un environnement de tension relationnelle chronique entre ses parents développe un système nerveux plus réactif, des difficultés à réguler ses émotions, une tendance plus forte à l'anxiété ou, à l'inverse, à l'évitement émotionnel. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté parentale, c'est une question de transmission inconsciente. Les enfants absorbent l'atmosphère émotionnelle du foyer comme une éponge absorbe l'eau, chaque jour sans exception. Et les amis, la famille élargie, les collègues, tous ceux qui gravitent autour d'un couple en souffrance, eux aussi le sentent. On ne peut pas maintenir éternellement une façade. La tension s'infiltre partout, comme l'humidité dans les murs. Elle change la couleur des interactions, elle alourdit les réunions de famille, elle crée des alliances et des distances là où il ne devrait y avoir que des liens simples et chaleureux. Mais voici ce qui est important de comprendre et c'est là que la perspective change. Tout cela n'est pas une condamnation, c'est une information. C'est le sol qui vous dit qu'il a besoin d'être nourri différemment. Et la bonne nouvelle, la vraie, c'est que le sol peut être régénéré, même quand il semble épuisé, même quand les saisons difficiles ont duré longtemps. Il n'est jamais trop tard pour replanter quelque chose de vivant. Dans quelques instants, vous allez découvrir les deux révélateurs du vrai caractère d'une personne et comment les utiliser pour transformer votre façon d'être en relation. Mais d'abord, il faut aller plus loin dans la compréhension du danger. Parce que ce que vous avez entendu jusqu'ici n'est que la surface. Imaginez maintenant ce que devient cette cuisine de mardi soir, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Les petits silences se sont sédimentés. Ils ont formé une couche, puis une autre, puis encore une autre, comme les strates géologiques d'une montagne. Et un jour, l'un des deux regarde l'autre et réalise qu'il ne sait plus vraiment qui est cette personne. Pas vraiment. Il connaît ses habitudes, ses préférences alimentaires, la façon dont elle dort. Mais son monde intérieur, ses peurs les plus profondes, ses rêves qui ont évolué, ses blessures qui n'ont jamais été nommées, tout cela est resté enfoui sous les strates du quotidien. Et c'est là que le vrai danger commence. Pas dans la dispute spectaculaire, dans l'indifférence tranquille. Dans ce moment où l'on cesse même de se battre pour se reconnecter, parce qu'on a oublié qu'il y avait quelque chose à reconnecter.
La psychologie appelle cela la désaffiliation émotionnelle. Et dans cet état, une relation devient extraordinairement vulnérable. Vulnérable à quoi? À tout ce qui offre de la chaleur, de l'attention, de la reconnaissance de l'ailleurs. Parfois, c'est une amitié qui prend trop de place. Parfois, c'est une dépendance à quelque chose d'autre. Parfois, c'est une infidélité. Pas toujours physique, souvent émotionnelle d'abord. Non, 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 ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité que l'on doit regarder en face avec courage et sans se raconter des histoires. La trahison, dans la grande majorité des cas, n'arrive pas dans un couple épanoui. Elle arrive dans le désert. Elle arrive quand l'un des deux a soif depuis trop longtemps et trouve une source inattendue. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Et comprendre n'est pas pardonner, mais comprendre est le seul chemin vers une prévention réelle. Alors si vous sentez que votre relation s'est refroidie, si vous sentez que les conversations sont devenues fonctionnelles mais plus intimes, si vous sentez que vous cohabitez plus que vous ne vous rejoignez vraiment, alors ce que vous allez entendre maintenant est pour vous. Maintenant, pas demain. Maintenant. Voici la première chose à laquelle il faut prêter attention pour connaître le vrai caractère d'une personne. Et cette première chose n'est pas ce qu'elle dit. Ce n'est pas ses déclarations d'amour, ses promesses, ses mots soigneusement choisis lors des moments de romantisme. Non. La première chose, c'est comment quelqu'un se comporte quand il est sous pression, quand il est fatigué, quand il a peur, quand il a honte, quand quelque chose ne va pas comme il le voulait. Écoutez, parce que cela mérite d'être compris en profondeur. Nous sommes tous capables d'être charmants, attentionnés, généreux et doux quand tout va bien, quand on vient de passer un bon week-end, quand le travail avance, quand on a bien dormi, quand le soleil est là. Dans ces moments-là, le caractère n'est pas vraiment mis à l'épreuve. C'est comme fouger la solidité d'un arbre par temps calme. Ce n'est que dans la tempête que l'on voit si les racines tiennent. Le vrai caractère d'une personne se révèle dans les moments de stress, de vulnérabilité et de conflit. Et plus précisément, il se révèle dans la façon dont elle gère la frustration à l'égard de ceux qu'elle dit aimer. Est-ce qu'elle se ferme? Est-ce qu'elle explose? Est-ce qu'elle punit par le silence? Est-ce qu'elle cherche à comprendre même quand c'est difficile? Est-ce qu'elle revient après la tempête avec une parole honnête? Ou est-ce qu'elle fait comme si rien ne s'était passé? Il y a une femme, appelons-la Isabelle, que l'on peut évoquer ici. Elle avait traversé 10 ans d'une relation où son partenaire était, selon ses propres mots, parfait dans les bons moments. Aux anniversaires, aux fêtes, quand il voulait impressionner, il était là, présent, chaleureux, attentif. Mais dès que la vie devenait difficile, dès que la fatigue s'installait, dès qu'un conflit surgissait, il disparaissait, pas physiquement, émotionnellement. Il se mourait dans un silence impénétrable, comme une forêt après un incendie, encore debout en apparence, mais brûlée à l'intérieur. Isabelle racontait. Je lui disais, j'ai besoin de toi là, juste d'un mot, juste d'une présence. Et lui ne répondait pas. Il regardait ailleurs. Et ce n'est pas qu'il ne l'aimait pas exactement. C'est qu'il n'avait jamais appris à être là quand c'était difficile. Ses racines, à lui, n'avaient jamais été formées pour tenir dans la tempête. Et cette incapacité, répétée année après année, avait creusé en elle un gouffre d'isolement que les bons moments ne pouvaient plus combler. Voilà ce que révèle le comportement sous pression. Il révèle les blessures non soignées. Il révèle les modèles appris dans l'enfance. Il révèle les mécanismes de défense qui, autrefois, protégeaient l'enfant que l'on était, mais qui aujourd'hui blessent le partenaire que l'on a choisi. Et cela, connaître cela, chez l'autre et chez soi-même, c'est une forme de lucidité relationnelle qui change tout. Mais attention, oui, attention parce que cela ne signifie pas rouger. Cela ne signifie pas décider que quelqu'un est mauvais parce qu'il se ferme ou qu'il explose sous pression. Cela signifie comprendre d'où vient ce comportement, ce qu'il protège, ce qu'il demande. Et ensuite, ensemble, avec douceur et avec honnêteté, chercher une autre façon d'être. La pratique de la pleine conscience, dans ce contexte, est extraordinairement précieuse. Pas la pleine conscience comme exercice de méditation isolé, bien que cela soit aussi utile. Mais la pleine conscience dans la relation,
c'est-à-dire la capacité à remarquer ce qui s'est passé en soi et dans l'autre, dans l'instant, sans être emporté par la réaction automatique. Quand on commence à observer comment on se comporte soi-même, sous pression dans la relation, on découvre souvent des choses surprenantes, parfois inconfortables, toujours utiles. Voici un exercice concret. La prochaine fois que vous sentez monter une tension dans votre relation, avant de répondre, avant de vous fermer ou d'attaquer ou de fuir, posez-vous intérieurement cette question simple. Qu'est-ce que je protège en ce moment? Pas qu'est-ce que j'ai raison de défendre, pas qu'est-ce que l'autre a tort de faire, mais qu'est-ce que je protège en moi? Parce que derrière chaque réaction défensive, il y a presque toujours une blessure ancienne, une peur profonde, un besoin non nommé. Et quand on commence à voir cela chez soi, on commence aussi à le voir chez l'autre. Et voir cela chez l'autre, c'est le début de la compassion. C'est le début d'une relation différente. Il faut maintenant parler de la deuxième chose. La deuxième chose à laquelle il faut prêter attention pour connaître le vrai caractère d'une personne. Et celle-là est peut-être encore plus révélatrice, encore plus intime, encore plus difficile à regarder en face. La deuxième chose, c'est comment quelqu'un traite ce qui ne lui appartient pas, ce qui n'est pas lui, ce qui est vulnérable, dépendant, différent. Comment il traite les personnes qui n'ont rien à lui offrir en retour? Comment il parle de ses propres parents vieillissants quand ils ne sont pas là? Comment il se comporte avec les gens qui le servent, le livreur, le caissier, la personne qui nettoie le bureau? Comment il réagit face à la souffrance de l'autre, pas la grande souffrance dramatique, mais la petite, la quotidienne, celle qui n'est pas très spectaculaire, mais qui est réelle? Parce que là, dans ce territoire-là, le masque tombe. Les bonnes manières sont faciles avec ceux qui nous impressionnent ou qui nous rougent. Mais avec ceux qui n'ont aucun pouvoir sur notre image, avec ceux qui sont vulnérables, avec les enfants, avec les animaux, avec les inconnus fatigués, là se révèle quelque chose de fondamental sur la nature profonde d'un être. Il y a une histoire que l'on peut raconter ici, celle de Marc. Marc avait rencontré une femme extraordinaire, du moins c'est ce qu'il croyait au début. Intelligente, drôle, cultivée. Lors de leur premier rendez-vous, il était ébloui, mais un soir, au restaurant, il a observé quelque chose de petit, d'apparemment insignifiant. Le serveur avait apporté le mauvais plat. Et elle avait eu une réaction disproportionnée. Pas violente, pas criarde, mais froide, tranchante. Une phrase courte, sèche, comme un couteau posé sur la table, vous êtes incapable de faire correctement votre travail. Et le serveur, un jeune homme manifestement épuisé, avait rougi et s'est excusé plusieurs fois. Les épaules rentraient. Marc m'a dit, et il avait raison de le noter, quelque chose en moi s'est refermé à ce moment-là. Pas parce qu'elle avait exprimé une insatisfaction, c'est légitime, mais parce qu'elle avait choisi de le faire de cette façon. En écrasant, j'ai compris que ce même mécanisme, un jour, serait dirigé vers moi, vers nos enfants, vers n'importe qui se trouverait dans une position de vulnérabilité par rapport à elle. Si, c'est exactement cela. Le caractère se révèle dans ces moments-là. Et ce que Marc avait perçu ce soir-là, c'était une information précieuse sur la façon dont cette femme gérait le rapport au pouvoir, à la frustration, à l'autre différent. Ce n'est pas un jugement définitif sur qui elle était comme personne. Tout le monde a ses ombres. Mais c'était une donnée à intégrer, à nommer, à explorer. Dans une relation de couple saine, il doit exister ce que l'on pourrait appeler une égalité de dignité. Pas une égalité parfaite dans tous les domaines. Les couples ne sont jamais des miroirs parfaits l'un de l'autre. Mais une égalité fondamentale dans le respect, dans la reconnaissance de l'humanité de l'autre, dans la capacité à voir la fragilité de l'autre non pas comme une faiblesse à exploiter, mais comme une invitation à la tendresse. Et voici quelque chose d'important. Si vous observez chez votre partenaire des comportements qui vous dérangent dans ce territoire, la façon dont il parle des autres dans leur dos, la façon dont il traite ceux qui sont en position de vulnérabilité, la façon dont il réagit face à votre propre fragilité, ne minimisez pas ces observations. Ne vous dites pas que c'est une mauvaise journée, pas chaque fois, pas systématiquement. Prenez-les comme des informations. Et parlez-en, pas pour accuser, pour comprendre, pour nommer, pour inviter à une réflexion commune.
Parce que la vraie intimité, la vraie, celle qui nourrit et qui guérit, ne naît pas de la perfection. Elle naît de la capacité à se regarder honnêtement, ensemble, et à choisir de grandir. Elle naît dans ce sol un peu difficile où l'on dit « je vois quelque chose en moi ou en toi qui mérite d'être regardé ». Et on le regarde, ensemble. Maintenant, et c'est là que la lumière commence à changer dans cette conversation. Maintenant, parlons de ce que l'on peut faire, concrètement, pratiquement, dès aujourd'hui. La première pratique, et elle est à la fois simple et profondément transformatrice, c'est ce que l'on pourrait appeler la reconnexion intentionnelle quotidienne. Pas les grands gestes, pas les voyages romantiques, bien qu'ils soient beaux quand ils sont possibles, mais les petits moments de présence délibérée, chaque jour, sans exception. Les recherches menées notamment par John Gottman, dont le travail rejoint profondément la perspective de la pleine conscience relationnelle, montrent que les couples qui maintiennent un lien fort ne le font pas grâce à de grandes démonstrations occasionnelles. Ils le font grâce à ce qu'il appelle les tournants positifs, ces micro-moments où l'un tend la main vers l'autre, une question sincère, un regard, une main posée sur l'épaule et l'autre répond à cette invitation. Pratiquement, cela peut ressembler à ceci. Chaque jour, choisissez un moment, même 5 minutes, où vous posez le téléphone, où vous éteignez mentalement le bruit du monde et où vous demandez à votre partenaire quelque chose de réel. Pas comment s'est passée ta journée, parce que cette question est devenue si automatique qu'elle n'ouvre plus rien, mais quelque chose de plus précis, de plus curieux. Qu'est-ce qui t'a surpris aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a paissé? Qu'est-ce dont tu aurais eu besoin et que tu n'as pas eu? Et ensuite, écoutez vraiment, sans préparer votre réponse, sans rebondir immédiatement sur votre propre expérience, juste écouter. Laissez entrer ce que l'autre dit. Laissez ces mots faire leur chemin. Cette forme d'écoute active et profonde est comme de l'eau sur un sol asséché. Elle revitalise, elle rappelle à l'autre qu'il existe pour vous. Pas comme une fonction, pas comme un colocataire, pas comme une parent de vos enfants, comme une personne unique, vivante, dont le monde intérieur mérite votre curiosité. La deuxième pratique concerne la gestion des conflits. Et ici, permettez une petite observation qui ressemble presque à de l'humour mais qui est tout à fait sérieuse. La façon dont un couple se dispute est souvent beaucoup plus révélatrice de la santé de la relation que la façon dont ils s'aiment. N'importe qui peut s'aimer facilement. Le vrai test, c'est le conflit. Ce que la psychologie relationnelle nous enseigne et ce que la pleine conscience vient confirmer de façon élégante, c'est que dans un conflit, la priorité n'est pas de gagner. La priorité est de maintenir la connexion, maintenir le fil. Ce fil invisible mais vital qui dit « même si nous ne sommes pas d'accord, même si je suis blessé, même si tu m'as déçu, je ne veux pas te perdre. Je veux comprendre, je veux qu'on traverse ça ensemble. » Concrètement, dans un moment de tension, une pratique qui change tout est celle de la pause intentionnelle. Quand vous sentez que la conversation monte, que les mots commencent à devenir des armes plutôt que des pontes, nommez-les. Dites simplement « j'ai besoin d'un moment », pas pour fuir, pas pour punir par le silence. Mais pour revenir à soi, pour descendre du pic d'activation émotionnelle, pour retrouver la partie de vous qui veut le bien de l'autre et pas seulement avoir raison. Et quand vous revenez, revenez avec une question, pas une affirmation, pas un reproche reformulé. Une vraie question. Qu'est-ce que tu avais besoin que je comprenne dans ce que tu disais? Cette seule question peut désamorcer des conflits qui duraient depuis des heures parce qu'elle signifie à l'autre « je suis là, je veux vraiment entendre, je ne suis pas là pour te battre, je suis là pour te rejoindre. » La troisième pratique est liée à la connaissance de soi dans la relation. Et c'est là que le travail de pleine conscience devient particulièrement précieux. Pour connaître le vrai caractère de l'autre, il faut d'abord avoir le courage de regarder le sien. Parce que nous avons tous des angles morses. Nous avons tous des zones d'ombre dans notre façon d'être en relation, des habitudes héritées, des réflexes appris, des peurs déguisées, incertitudes. Il y a une pratique simple que l'on peut proposer ici. À la fin de chaque semaine, prenez quelques minutes, dans le calme, seul avec vous-même, et posez-vous 3 questions honnêtes. Première question, en quoi ai-je été présent pour mon partenaire cette semaine? Deuxièmement, en quoi ai-je été absent, même si j'étais là physiquement?
Troisièmement, qu'est-ce que j'aurais pu offrir que je n'ai pas offert? Ces questions ne sont pas pour se flageller, pas du tout. Elles sont pour cultiver cette lucidité douce sur soi-même qui est le fondement de toute croissance relationnelle. Comme un jardinier qui inspecte son jardin non pas pour se reprocher les mauvaises herbes, mais pour comprendre ce dont le sol a besoin. Et puis, il y a la quatrième pratique, celle qui concerne peut-être le territoire le plus intime, la gratitude et la reconnaissance explicite. Dans les relations longues, il s'est passé quelque chose d'étrange et de presque paradoxal. Plus on connaît quelqu'un, moins on lui dit ce qu'il représente pour nous. On suppose qu'il le sait, on suppose que les années parlent d'elles-mêmes. Mais les êtres humains, même les plus solides, même les plus sûrs d'eux, ont besoin d'entendre. Ont besoin que cela soit dit. Un couple qui ne se dit plus merci, qui ne nomme plus ce qui est beau chez l'autre, qui ne prend plus le temps de reconnaître les petits efforts quotidiens, ce couple-là vit sur ses réserves. Et les réserves, aussi profondes soient-elles au départ, finissent par s'épuiser si elles ne sont pas renouvelées. La pratique est simple mais demande une intention délibérée. Chaque jour, nommez une chose concrète que votre partenaire a faite, dit ou été, qui vous a touché, pas un compliment générique. Quelque chose de précis. J'ai remarqué comment tu as géré cette situation difficile avec les enfants ce matin. J'ai vu que tu étais fatigué et tu as quand même pris le temps de me demander comment j'allais. Ces petits actes de reconnaissance, dits à voix haute, régulièrement, sont comme de la lumière sur les feuilles d'un arbre. Ils nourrissent, ils vivifient, ils rappellent à chacun que l'autre le voit vraiment. Revenons maintenant à quelque chose d'essentiel, parce que tout ce qui a été dit jusqu'ici pourrait donner l'impression que la responsabilité du changement repose entièrement sur vos épaules. Non. Non, non. Une relation est un écosystème. Elle appartient à deux. Et si vous êtes le seul à faire des efforts pendant un long moment, si vous êtes le seul à tendre la main, et que l'autre ne la prend jamais, alors le travail n'est pas seulement de changer vos pratiques. Le travail est aussi d'avoir une conversation honnête sur ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. Parce que le courage relationnel, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement la patience infinie et l'amour inconditionnel, bien que ces vertus soient belles. C'est aussi la capacité à dire « Voilà ce dont j'ai besoin pour me sentir aimé. Voilà ce qui me manque. Voilà ce qui me fait souffrir. » Et à demander avec la même honnêteté « Qu'est-ce que toi tu as besoin ? Qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce que tu n'as pas encore pu me dire ?» Ces conversations-là, les vraies, les profondes, celles qui font un peu peur avant de commencer, ce sont elles qui reconstruisent les ponts. Pas les conversations fonctionnelles sur les courses à faire et les rendez-vous des enfants. Les conversations où l'on s'expose, où l'on dit quelque chose de vrai sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on craint, sur ce que l'on espère encore. Et si vous vous demandez comment commencer une telle conversation, voici une entrée possible. Simple, directe, désarmante par sa franchise. Il y a quelque chose que je veux te dire depuis un moment, et je ne sais pas exactement comment le formuler, mais je vais essayer parce que tu comptes pour moi. Cette phrase seule, dite avec sincérité, peut changer la température d'une pièce, parce qu'elle dit à l'autre « tu es important ». Ce que nous avons est si important. Je suis là. Une grand-mère disait à sa petite-fille, à la veille de son mariage, « Les mots que tu n'as pas dits à temps sont ceux qui reviennent te hanter le plus tard. Dis ce qui compte. Dis-le maintenant. » Elle avait raison. Elle avait profondément raison. Parce que dans les relations, le silence peut être beaucoup de choses. De la paix, de la complicité, de la sérénité partagée. Mais le silence peut aussi être une absence de courage. Et l'une des choses les plus importantes que l'on puisse apprendre à distinguer, c'est un tressé de silence. Voici quelque chose que la psychologie de l'attachement nous enseigne et que la pratique de la pleine conscience vient illuminer d'une façon particulièrement belle. Chaque être humain arrive dans une relation avec une carte intérieure de ce qu'est l'amour. Cette carte a été dessinée très tôt, dans les premières années de vie, par les expériences avec les personnes qui nous ont élevés. Si ces personnes étaient disponibles, chaleureuses, réactives à nos besoins, notre carte dit « l'amour est sûr, l'amour est là, l'amour revient même quand il part ». Si ces personnes étaient absentes, imprévisibles ou trop intrusives, notre carte dit autre chose. Elle dit « l'amour est dangereux, l'amour disparaît,
il faut le contrôler ou s'en protéger. Et nous apportons cette carte dans chaque relation adulte, sans même le savoir, sans même la voir. Et parfois, deux personnes avec des cartes très différentes se trouvent ensemble et chacune essaye de naviguer vers l'autre avec sa propre carte, sans réaliser que l'autre utilise une carte complètement différente. C'est là que naissent tellement de malentendus, tellement de blessures qui ne sont pas intentionnelles mais qui font mal quand même. Comprendre cela, comprendre que votre partenaire réagit parfois non pas à vous, mais à la carte qu'il porte depuis l'enfance. C'est une forme de compassion qui peut transformer la façon dont vous recevez ces comportements les plus difficiles. Cela ne signifie pas tout excuser, cela signifie comprendre. Et de la compréhension peut naître quelque chose de nouveau. Là encore, il y a une pratique concrète. Essayez d'identifier, dans votre propre façon d'être en relation, un comportement récurrent que vous n'aimez pas chez vous-même. Quelque chose que vous faites souvent dans les moments de tension. Peut-être que vous vous fermez, peut-être que vous attaquez, peut-être que vous fuyez dans l'humour pour éviter la profondeur, peut-être que vous cédez trop vite pour éviter le conflit. Identifiez ce comportement. Et ensuite, demandez-vous avec douceur et sans jugement. Quand ai-je appris ça? Qui me l'a appris? Était-ce utile à un moment de ma vie? Et est-ce que cela me sert encore aujourd'hui dans la relation que j'ai maintenant? Cette forme de réflexion, pratiquée régulièrement, est comme nettoyer les racines d'un arbre. On ne détruit pas l'arbre. On enlève ce qui l'empêche de puiser ce dont il a besoin. Et maintenant, parlons des enfants. Parce que si vous êtes parent ou si vous envisagez de l'être, cette partie est peut-être la plus importante de tout ce qui a été dit. Les enfants ne se développent pas dans un vide, ils se développent dans un climat. Et le climat de la famille, le climat émotionnel créé par la qualité de la relation entre les parents, est l'un des facteurs les plus déterminants pour leur développement psychologique, affectif et même cognitif. Ce n'est pas une exagération. Les recherches et neurosciences du développement sont formelles sur ce point. Un enfant qui grandit dans un foyer où les parents ont une relation chaleureuse, respectueuse, où les conflits existent mais sont résolus de façon constructive, où l'amour est visible et nommé, cet enfant développe quelque chose de précieux qu'on appelle la sécurité d'attachement. Et cette sécurité d'attachement est comme une boussole interne. Elle lui permet d'explorer le monde avec confiance, de faire face aux difficultés avec résilience, de construire des relations saines lui-même plus tard. Un enfant qui grandit dans un foyer où les parents sont émotionnellement absents l'un pour l'autre, où la tension est chronique mais jamais nommée, où les adultes coexistons sans vraiment se rejoindre. Cet enfant apprend quelque chose de différent. Il apprend que l'amour est froid, que l'amour c'est la performance, que l'amour c'est survivre ensemble plutôt que se nourrir ensemble. Et ces apprentissages, répétons-les, il les importe, comme une plante qui pousse selon la forme du contenant dans lequel on l'a mise. Ce n'est pas pour culpabiliser. Non. Non, non. C'est pour rappeler que prendre soin de votre relation de couple, travailler sur elle, chercher à la transformer quand elle en a besoin, c'est aussi profondément prendre soin de vos enfants. C'est leur offrir un modèle. Un modèle de ce que l'amour peut être quand il est conscient, quand il est courageux, quand il choisit chaque jour de rester vivant. Et si votre relation a traversé des périodes difficiles, si vos enfants ont été témoins de tensions que vous regrettez, sachez ceci. Ce qui compte autant que ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils vont voir maintenant et demain. Un enfant qui voit ses parents se blesser, mais qui voit aussi ses parents se réparer, c'est parler honnêtement, se demander pardon et recommencer. Cet enfant apprend quelque chose d'extraordinairement précieux. Il apprend que les relations se travaillent, que l'amour n'est pas un état fixe, mais un processus vivant, que les erreurs ne sont pas des condamnations, que l'on peut toujours choisir de faire différemment. Escucha, parce que cela aussi est une transmission, et c'est peut-être la plus belle qu'on puisse offrir. Il faut maintenant parler d'une dernière chose, une chose que l'on oublie souvent dans les conversations sur les relations de couple, mais qui est fondamentale. C'est la question du sens partagé. Les couples qui restent vivants sur le long terme, pas juste ensemble, mais vivants, connectés, en croissance, ne sont pas nécessairement ceux qui n'ont jamais eu de problème. Ils sont ceux qui ont construit quelque chose de plus grand que leurs problèmes, quelque chose qui les dépasse tous les deux. Un projet commun, pas forcément dans le sens d'un projet externe, une maison à construire, un voyage à faire, bien que ces choses soient belles aussi.
mais un projet au sens profond, une vision partagée de ce que l'on veut que notre vie ensemble signifie, de ce que l'on veut transmettre, de ce que l'on veut que notre relation incarne. Quand un couple a ce sens partagé, les difficultés quotidiennes changent de nature. Elles ne disparaissent pas, les difficultés ne disparaissent jamais complètement, c'est la vie. Mais elles cessent d'être des menaces existentielles et deviennent des défis à traverser ensemble. Comme deux arbres dont les racines se sont mêlées sous terre. Chacun reste lui-même, chacun a sa propre forme, sa propre façon de croître vers la lumière. Mais ensemble, ils tiennent mieux dans la tempête. La pratique ici est une conversation que beaucoup de couples n'ont jamais ouée, parce qu'on suppose que l'on sait déjà, parce qu'on a peur de ce que l'on pourrait découvrir, parce que le quotidien ne laisse pas de place. La conversation est celle-ci. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous, ensemble? Pas chacun de son côté, mais ensemble. Qu'est-ce que nous voulons construire? Qu'est-ce que nous voulons que notre relation soit dans 10 ans, dans 20 ans? Quelles valeurs voulons-nous vivre? Pas juste prêcher, vraiment vivre dans notre façon d'être l'un avec l'autre. Ces questions n'ont pas de réponse parfaite, elles n'ont pas de réponse définitive. Mais les poser régulièrement, revenir à elles à mesure que la vie change et que vous changez, c'est une façon de garder le cap. C'est une façon de se rappeler mutuellement pourquoi vous avez choisi de vous choisir. Parce qu'en fin de compte, c'est de ça qu'il s'agit. Choisir, chaque jour sans exception. L'amour dans une relation longue n'est pas un sentiment qui reste là tout seul, stable et fidèle, sans qu'on s'en occupe. C'est une plante. Elle a besoin d'eau, de lumière, d'attention, de sol nourri. Elle peut passer des saisons difficiles, des hivers où elle semble morte. Mais si les racines sont là, si elles ont été cultivées avec soin, le printemps revient. Et si vous vous demandez si c'est encore possible pour vous, si votre relation a traversé trop de saisons difficiles, si vous vous demandez si les racines tiennent encore, voici ce que l'expérience clinique et la sagesse ou mènent convergent à dire, il n'est presque jamais trop tard. Presque jamais. Tant que deux personnes sont encore là, tant qu'il y a encore une part d'elles qui veut que ça marche, tant qu'il y a encore une parcelle de désir de se rejoindre, il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose à reconstruire. Isabelle, dont on a parlé plus tôt, a fini par avoir cette conversation difficile avec son partenaire. La conversation où elle a dit « Je me sens seule quand tu disparais en toi-même. Je n'ai pas besoin que tu aies toutes les réponses. J'ai besoin que tu restes là. » Et lui, pour la première fois peut-être, a entendu. Pas défensivement, vraiment entendu. Et il lui a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit. « Je ne sais pas comment rester quand j'ai peur. Personne ne me l'a appris. Mais je veux apprendre. » Cette phrase-là, cette courte phrase d'un homme qui admettait sa limite tout en exprimant son désir de grandir, a été le tournant. Pas une solution magique. Pas la fin de tous les problèmes, mais le début d'un chemin différent. Un chemin où deux personnes marchaient enfin dans la même direction, non plus en se tournant le dos. Si, c'est possible. Même après des années de refroidissement, même après des blessures qui semblaient trop profondes. C'est possible parce que les êtres humains ont une capacité de résilience et de transformation qui dépasse presque toujours ce qu'ils croient. C'est possible parce que l'amour, quand il est conscient, quand il est courageux, quand il est humble, peut renaître de sols qui semblaient épuisés. Et les deux seules choses auxquelles il faut prêter attention pour connaître le vrai caractère de quelqu'un, ce sont exactement les mêmes deux choses qui vous permettront de révéler votre propre caractère à l'autre. Comment vous vous comportez quand vous êtes sous pression et comment vous traitez ce qui est vulnérable, différent, dépendant de vous. Ces deux fenêtres-là, si vous les regardez avec honnêteté, si vous les regardez avec la curiosité d'un jardinier, non, le jugement d'un juge, elles vous diront tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'autre, sur vous-même, sur ce que votre relation peut encore devenir. Parce que connaître le vrai caractère d'une personne, ce n'est pas pour la juger et décider si elle mérite votre amour. C'est pour la comprendre, pour vous comprendre vous-même, et pour choisir ensemble, en toute conscience, de construire quelque chose de réel. Quelque chose de solide. Quelque chose qui tient dans les tempêtes,
parce que les racines ont été soignées avec amour et avec attention. Voilà ce que la psychologie, la pleine conscience et des années d'écoute de ceux qui ont souffert et qui ont guéri nous enseignent. Non pas que l'amour est facile, mais que l'amour est possible. Toujours, encore. Et que vous, avec ce que vous avez entendu aujourd'hui, avec cette lucidité nouvelle sur les deux révélateurs du vrai caractère, avec ces pratiques concrètes dans votre main, vous avez quelque chose de précieux. Vous avez un point de départ. Et un point de départ, c'est tout ce dont on a besoin pour commencer à marcher vers quelque chose de meilleur.